Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. On va beaucoup voter cette année sur le continent africain. C'était déjà le cas récemment au Bénin, au Niger, au Congo ou encore au Sénégal à l'occasion d'un référendum constitutionnel. Après le renversement de Blaise Compaoré au Burkina Faso et une transition plutôt réussie jusqu'à maintenant, tous les espoirs semblaient permis. Mais le Burkina n'est pas le Congo, où Denis Sassou Nguesso, 32 ans au pouvoir, a été réélu le 20 mars dernier haut la main. Une réélection qui est contestée par l'opposition. Des violences, vous le savez, secouent le pays depuis dimanche soir. Malgré tout, un vent de démocratie souffle-t-il sur le continent, mirage ou virage? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous. Julie Owono, bonsoir. Vous êtes journaliste, responsable du bureau Afrique à l'ONG Internet Sans Frontières. Avec nous, Antoine Glaser. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Journaliste, spécialiste de l'Afrique et auteur d'un tout dernier ouvrage, Arrogant comme un Français en Afrique, et c'est aux éditions Fayard. Avec nous, Seydi Kaba. Bonsoir, Seydi, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Et on attend, s'il arrive, parce qu'il est dans les embouteillages, Francis Patindé, qui est journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Alors, avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. C'était le 24 mars, quelques jours après sa réélection. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Nous engagerons toutes nos forces pour atteindre les objectifs tels qu'ils ont été fixés par le programme. Et naturellement, nous resterons au service de notre peuple. Seydi Kaba, la réélection de Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut dire que cette fois, elle ne passe pas comme une lettre à la poste, ou si c'est toujours le même schéma? Non, je pense qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à cette réélection. De façon générale, dans les pays africains, il n'y a pas très longtemps, les dictateurs, les dirigeants en tout cas en place, pouvaient frauder des élections et compter sur le pourrissement, sur l'usure pour que les choses passent assez rapidement. Mais cette fois, on voit qu'il y a de la résistance dans le camp de l'opposition au président Denis Sassou Nguesso. Les gens ne sont pas prêts à laisser voler leur vote, manifestement, puisque la coalition de l'opposition, le FROCAD et l'IDC se sont mis ensemble. Il y a une plateforme qui est coordonnée aujourd'hui par l'ancien ministre Charles Boaou, qui semble organiser la résistance en dépit de la défection dont on vient d'avoir connaissance, celle de Parfait Kolela, qui est arrivé deuxième, qui appelle à reconnaître les résultats. Donc, il y a de la résistance dans la plupart des pays africains, que ce soit au Congo ou ailleurs, parce que les sociétés civiles s'organisent, parce qu'elles mettent la pression sur les partis politiques et les choses ne peuvent plus se passer comme avant dans ces pays-là. Antoine Glaser, est-ce que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso peut demain vaciller? Est-ce que c'est envisageable? C'est-à-dire que c'est pas un problème de court terme. Bon, là, il s'est fait réélire, etc. Mais on voit bien comment ces régimes, celui de Denis Sassou Nguesso, comme d'autres, d'ailleurs, c'est ce qui a fait chuter à un moment donné Blaise Compaoré, c'est que plus finalement ces chefs restent au pouvoir, plus ils s'enferment avec très souvent leur famille, leur clan. Et au bout d'un moment, les anciens compagnons de route, ça se voit au Congo, mais ça s'est vu aussi avec Blaise Compaoré, puisque l'actuel président du Burkina Faso, Roch Kaboré, est un ancien compagnon de route de Blaise Compaoré. Vous avez la même chose, ce qui se passe au Congo. Donc au bout d'un moment, un certain nombre, le général Mokoko, qui est le principal opposant à Denis Sassou Nguesso actuellement, est son ancien chef d'état-major. Donc, ce qui se passe sur l'ensemble du continent africain, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un engouement pour la démocratie en Afrique. On discute, vous avez des jeunes qui descendent dans la rue en disant « touche pas à ma constitution », ce qui s'était jamais vu, « touche pas à ma constitution » avant. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a vraiment, il se passe des choses entre ces partis, la classe politique qui finalement est assez verrouillée, que ça soit finalement les partis au pouvoir et l'opposition, mais ce qu'il y a de nouveau, ce sont vraiment les sociétés civiles africaines. On le verra si on en parle. Mais moins forte peut-être au Congo, par exemple, qu'elle n'a pu l'être au Burkina Faso. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer, c'est ça, il faut faire l'effort en Afrique de voir pays par pays. Je veux dire, ce qui s'est passé au Burkina Faso ne se passera jamais de la même façon au Congo Brazza, mais on sent qu'il y a une usure du pouvoir, on sent que si ce n'est pas du
court terme, ce sera du moyen et long terme. Les choses bougent. Et c'est vrai que là, évidemment, Denis Sassou Nguesso, qui est un homme en plus, un homme de la sécurité, du renseignement, a totalement verrouillé. Et c'est vrai qu'il sait très bien que quelqu'un comme le général Mokoko, s'il descendait dans la rue avec des manifestants, c'est évident, comme c'est un général, c'est un Saint-Syrien, et ben l'armée déjà sera assez divisée contre lui. Donc c'est pour ça que souvent c'est la police plutôt qui agit au Congo avec le général Nangémé. On voit qu'on est dans des processus de profond changement, de profond bouleversement en Afrique. Donc ce qui se passe au Congo, ben, les gens, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, quand c'est l'État fort, en plus avec un État pétrolier qui a eu beaucoup d'argent à un moment donné, ben, s'il n'y a pas de contre-pouvoir en face, et là c'est vrai qu'il y a des stratégies maintenant de l'opposition sur l'ensemble du continent. On voit que ce qui s'est fait au Congo, on dit oui, il n'y a pas un seul candidat unique, mais ils avaient fait exprès de morceler les camps, enfin de se présenter à plusieurs, parce qu'il y a toujours, il ne faut pas se leurrer en Afrique, une base ethnique et politique. Donc c'était en disant si un Vili, le Nyari, le Nibolek, Nyari, Bwanza, les Koumou avec Claude Nyari, c'est en disant c'est pas possible qu'ils passent au premier tour, puisque les gens votent encore sur une base ethnique. Et au Tchad, on le verra au Tchad. Au Tchad, c'est pareil, il y a 5-6 candidats. Julie Wono, vous êtes camerounaise. Alors Paul Biya, ça fait 32 ans, lui aussi, qu'il est au pouvoir, hein, comme Denis Sassou Nguesso. Comment vous expliquez que ces chefs d'État, ils n'arrivent pas à quitter le pouvoir parce qu'il y a une volonté de s'enrichir de manière perpétuelle, parce qu'il y a une peur de la justice, d'être rattrapé par la justice? Comment expliquer cela? Non, je pense que c'est simplement le confort de n'avoir pas eu en face, de réelle opposition populaire. 32 ans de pouvoir pour Paul Biya au Cameroun, ou encore le PDG au Gabon avec Ali Bongo aujourd'hui et son père avant. Ce sont des appareils qui sont des partis uniques de fait, qui, malgré les réformes en faveur du multipartisme dans les années 90, ont réussi à installer des systèmes qui les renforcent et qui font d'eux les seuls acteurs politiques, ou en tout cas qui en faisaient jusqu'à présent les seuls acteurs politiques. Mais comme ça a été très bien dit tout à l'heure, le continent est en train de changer, la population est complètement différente, elle est jeune, le plus jeune continent du monde, elle est également hyper connectée, c'est un des continents où le taux de pénétration d'Internet et du mobile croît le plus rapidement, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, Internet sans frontières, et surtout, elle voit comment ça se passe ailleurs, elle voit ce qui s'est passé en Afrique du Nord, elle voit ce qui se passe aussi en Europe, donc ça inspire, on se demande, voilà, on est jeune, on n'a pas d'emploi, on se demande ce que ce gouvernement a fait pour nous depuis 32 ans. Maintenant, le problème, pourquoi les situations sont différentes d'un pays à l'autre, vous parlez très bien du Burkina, vous avez parlé du Bénin en introduction, simplement parce que les conservatismes post-indépendance, donc qui sont ces partis uniques de fait, ont complètement verrouillé jusqu'à aujourd'hui l'appareil. Et d'ailleurs, ils l'ont très bien compris, dans un pays comme le Congo, la première chose qui a été faite, c'est de couper les communications. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec un téléphone mobile... qu'il se passe comme au Burkina. Comme au Burkina, ou même comme au Kenya quelques années plus tôt, ou comme dans tous ces autres pays où ça a été possible, où le changement a été possible, parce qu'il y avait des images, parce que l'information sortait du pays. Aujourd'hui, le Congo est un vase clos. On ne sait absolument pas, à part les communiqués officiels du gouvernement. Les journalistes se font agresser. On se rappelle qu'il y a quelques jours, 2 journalistes du Monde se sont fait agresser violemment par la police. Donc, ce régime-là a parfaitement compris. Mais la question est de savoir combien de temps ça peut durer. Je veux dire, quand vous avez une population qui est jeune et qui pense peut-être n'avoir plus rien à perdre, à part... gagner probablement un peu plus de démocratie et gagner un peu plus d'opportunités en termes de redistribution des richesses, avec les scandales que l'on vient de voir dans Panapalix, qui touchent également... C'est intéressant, sur la captation des richesses. Voilà, beaucoup de fils de chefs d'État ou de hauts dirigeants africains qui seraient impliqués dans ce vaste scandale d'évasion fiscale. Exactement, et on ne sait pas combien de temps toutes ces populations vont accepter de se sacrifier pour l'aisance, l'ultra-aisance de leur population. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que on a l'impression que les alliés, en tout cas occidentaux de ces pays-là, ont un peu de retard à comprendre ce qui est en train de se passer. On va en parler justement, on en parlera notamment de la France. Avec cette réaction d'un internaute, il est impératif que la jeunesse se prenne en charge et qu'elle barre la route à la politique meurtrière de véreux hommes politiques. Seydi Kaba, il y a un contre-exemple. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin est un exemple à suivre, un exemple de démocratie où c'est allé un peu vite ? Non, je pense que dans le cadre de la démocratie béninoise, et ce qui est intéressant à comparer avec le Niger et le Congo, c'est que ces 3 pays ont pris le train de la démocratie en marche dans les années 1989-90 avec la conférence nationale souveraine qui a été organisée dans chacun des 3 pays.
L'intérêt de l'exemple béninois, c'est qu'il a connu une trajectoire ascendante. Les choses sont restées, le train de la démocratie est resté sur les rails en dépit des difficultés qu'il y a eu. On a ainsi pu avoir Kérékou qui a été battu par les urnes et qui est revenu par les urnes. On a pu voir Soglo qui est parti par les urnes. Donc, il y a une tradition d'alternance qui s'est ancrée au Bénin. Il y a une tradition d'élections libres et démocratiques qui s'est ancrée au Bénin. Et ça, c'est quelque chose à saluer. La démocratie béninoise a ses imperfections, puisque, comme vous savez, en 2006, Yahi Boni a pu être élu parce qu'il était financé à fond, avec beaucoup d'argent par Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est devenu président. Il était suivi par Adjavon. Donc, il y a une forte présence de l'argent dans la démocratie béninoise. Mais ça, c'est une autre insuffisance. Le fait déjà qu'on puisse avoir une alternance régulière au pouvoir pacifique avec des élections libres est une bonne chose. Et il est dommage que des pays comme le Mali, comme le Niger, qui ont pris le train de la démocratie avec le Bénin, n'aient pas pu poursuivre, ont connu des sorties de route qui sont aujourd'hui regrettables. Avec la réaction incontestée du président Issoufou. Je donne la parole à toi, Glaser. Je lis ça encore d'un internaute. La démocratie prend de l'avance au Bénin, mais les autres pays reculent et les mêmes personnes restent éternellement au pouvoir. Les autres pays reculent et c'est vrai que c'est un recul au Niger, hein, où le candidat de l'opposition n'a pas pu faire campagne puisqu'il était en prison ou alors il était à l'hôpital. Vous y ajoutez quelque chose? Ce que je trouve intéressant, comme on parle du Bénin avec Patrice Talon, comme le remarque Seydi Kaba, c'est vrai que ça soit un homme d'affaires. Ça veut dire jusqu'à présent, Patrice Talon avait financé 2 campagnes de Thomas Boni-Yahi et on a l'impression, on ne sait pas, c'est quand même une première. Ça veut dire un homme d'affaires qui finance un politique, pour son écurie, c'est son cheval, c'est lui, il le finance, et c'est lui maintenant qui monte en première ligne, c'est lui qui va être président. On va voir si dans d'autres pays, des hommes d'affaires qui finançaient avant des politiques vont eux aussi vouloir prendre le pouvoir. Mais c'est quand même une première en Afrique. À ma connaissance, on voit, c'est un homme d'affaires qui arrive carrément au pouvoir, c'est-à-dire alors que c'était lui le bailleur de fonds précédemment. Mais ce qui était intéressant, ça revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'offre politique, finalement, qui n'est pas si importante que ça. Non. Finalement, c'est les mêmes qui reviennent. En l'occurrence, là, c'est un homme d'affaires, mais qui était déjà dans l'entourage de Boni-Yahi. C'est vrai pour la Centrafrique. C'est quand même Touadéra, c'est quand même l'ancien Premier ministre. Oui, mais Touadéra, c'est vraiment un exemple aussi. Ça veut dire que lui, il affrontait quand même plutôt un banquier avec Dolo Guélé, alors que lui, c'est vraiment un haut fonctionnaire, Touadéra. Et c'est Faustin Archange Touadéra, c'est lui qui avait quand même payé les fonctionnaires quand il était Premier ministre, les mensualisés, etc. C'est un local par rapport à quelqu'un qui avait un réseau international, en particulier à Bordeaux, parce qu'il a été formé à Bordeaux, il y avait tous les hommes d'affaires de Bordeaux qui étaient prêts à prendre l'avion en pensant que c'était Dolo Guélé qui allait passer. Et Faustin Archange Touadéra, c'est vraiment un local, c'est vraiment, à mon avis, l'Afrique. Et je pense qu'en Bénin, je pense qu'il y a eu un phénomène comme ça, même s'il y en a les insous, ça l'agace quand on dit ça, mais c'est vrai que lui, le péché originel, c'est qu'il était le poulain de Thomas Boni-Yahi, donc les gens en avaient ras-le-bol aussi, il y avait vraiment une volonté de changement, mais en même temps, c'était quand même pour eux un blanc, c'était le blanc parachuté de Paris. Non, bon, c'était pas un blanc. Ça énerve Lionel Zinsou, mais il a reconnu, il y a un débat avec lui il y a 2 jours, il a dit c'est vrai que ça a pesé pour 10% dans l'échec de ma campagne. Elle n'y croit pas, Julie? Non, je ne crois pas que dans le cas du Bénin, la défaite de Lionel Zinsou soit liée au fait qu'il soit blanc. Non, mais qu'il soit parachuté par Paris. Oui, qu'il soit parachuté, certainement. Mais quand je dis blanc, c'est pareil. Oui, Paris, on est blanc pour la grande majorité. On a tous lu un édito qui est paru dans le Monde d'Afrique. Malheureusement, ce n'est pas encore la diversité en France. Je ne crois pas... Voilà, pour donner un exemple. Non, il y a une vraie question dans le renouvellement de la classe politique. On a parlé d'offres politiques, c'est que... souvent... En France non plus, on n'a pas, pardonnez-moi, parce qu'on a la leçon à l'Afrique, mais en France, on n'a pas beaucoup d'offres politiques non plus. La différence, je pense que c'est que les partis politiques sont souvent créés par des présidents fondateurs qui en font leur propre business. C'est-à-dire que c'est eux qui financent le parti, c'est eux qui donnent le siège, c'est eux qui décident. On a, par exemple, un exemple caricatural. Lorsque à Daoukro, l'appel de Daoukro que le président Arikonan Bédia a lancé en mars 2015, par lequel il apportait le soutien du PDCI à Ouattara et qu'il annonçait ce jour-là que le PDCI n'arrivait pas à avoir de candidat,
ça n'a pas été défini dans le cadre d'une structure, d'une instance du parti. C'est lui qui a pris cette décision et puis le parti a entériné. Donc il y a un certain nombre de fonctionnements, de dysfonctionnements dans les partis politiques qui font, à mon avis, qui ne sont pas favorables au renouvellement de la classe politique, qui font que souvent le président fondateur est à la tête du parti. C'est lui qui se présente chaque fois qu'il y a des élections. Il y a des partis où le président s'est présenté 4 ou 5 fois. Même si dans le cas de Ibeka, il s'est présenté 3 ou 4 fois et c'est à la 4e fois qu'il a été élu. Donc il y a des choses comme ça qui font qu'on n'arrive pas à avoir le renouvellement de la classe politique et souvent donc on se retrouve avec des gens qui reconduisent les mêmes pratiques de pouvoir. Il faut quand même dire, il y a quand même des grandes alternances. Hein. Enfin, excuse-moi là, si tu voulais parler, juste encore un mot parce que il ne faut pas que je parle trop non plus. Allez-y, en tant que au niveau alternance, c'est vrai qu'il faut quand même toujours rappeler le Nigeria. Incroyable. C'est quand même 180 millions d'habitants, je veux dire. qu'à Goodluck Jonathan, ça soit vraiment Mamadou Buhari, putschiste, ancien putschiste, général putschiste, et qui puisse d'ailleurs mieux lutter contre Boko Haram au nord, c'est quand même une alternance extraordinaire, exceptionnelle. Et ce qui est intéressant avec le Nigeria, et je ferai le lien avec ce que je voulais dire sur le Bénin, c'est que son élection, elle lui-même l'a reconnue, elle est due en partie justement à la jeunesse de la population et au fait que beaucoup d'organisations de jeunesse se sont organisées en ligne, notamment pour s'assurer que le scrutin soit transparent, en mettant en place des observateurs qui avaient des téléphones portables, etc., dans les bureaux de vote. Donc je pense que cette génération, au Cameroun, le président Paul Biya appelle ça la génération Android, donc cette génération un peu Internet qui se sert des nouveaux outils pour faire avancer l'agenda démocratique. Il en a peur, j'imagine, Paul Biya. Oh, il a fait un discours où il donnait l'impression d'avoir envie que cette jeunesse s'exprime plus. On attend des actes concrets. Julie Ono, je vous donne la parole. Sur le cas du Bénin. En fait, ce qui est intéressant sur le cas du Bénin et qui est lié à ce que je disais, c'est qu'il y a un éveil politique, des consciences politiques qui est lié justement à cette ouverture permise par Internet. Et dans le cas de Lionel Zinsou, je crois que c'est pas le fait qu'il soit seulement parachuté, c'est aussi le fait qu'il y a un extrait vidéo d'un discours qu'il a prononcé il y a 5 ou 6 ans devant les conservateurs français, donc l'UMP à l'époque, les Républicains aujourd'hui, où il disait textuellement « l'Afrique appartient à l'Europe ». Il disait autre chose certainement, mais cette phrase a circulé sur Internet et que... Même pas à la France. Non, à l'Europe. À l'Europe, oui, à l'Europe. Certainement, il pensait à la France. Donc, je pense que ça aussi joue en sa défaveur. Cet extrait a circulé sur un groupe Facebook, par exemple, qui rassemblait plus de 100 000 personnes. Dans un pays comme le Bénin, c'est énorme. Ça fait pratiquement un corps électoral important. Donc, je pense que les réseaux sociaux et Internet sont très très important dans l'éveil des conscientisations et l'envie de démocratie. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux alliés occidentaux, et pour revenir on va en parler tout à l'heure. On va en parler justement aux alliés occidentaux. Je vous donne la parole, Seydi Kaba. Je lis encore ce tweet d'un internaute. On fait une petite pause, on reprend notre débat. Croyez-vous que l'Afrique sera démocratique tant qu'elle sera sous la houlette de l'Europe? Et ça fait la transition. Et on se retrouve dans quelques minutes après le rappel des titres. À tout de suite.